Bonjour et bienvenue dans Présence. Je suis Fabien Schnellreis, directeur d'école à l'international. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet essentiel et parfois délicat, la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers, les EBEP. C'est un enjeu majeur, en France comme à l'étranger, mais qui prend une coloration toute particulière dans le contexte des écoles françaises hors de France. Dans cet épisode, je vais d'abord rappeler le rôle central des enseignants dans la détection des EBEP et montrer comment cette mission change quand on est à l'étranger. Je reviendrai ensuite sur les contraintes spécifiques rencontrées hors de France, le recrutement des AESH, l'accès limité aux ressources médicales et paramédicales, ou encore la perception culturelle de l'inclusion selon le pays d'origine des familles. Puis je développerai la dimension pédagogique et humaine, comment adapter nos pratiques, répondre aux attentes des familles et construire la confiance. Enfin, je partagerai un exemple concret d'inclusion scolaire vécu à Saint-Martin avec une Ulysse TSA qui accueillait 12 élèves. Les EBEP recouvrent des réalités multiples: élèves porteurs de handicap, élèves présentant des troubles spécifiques des apprentissages, élèves allophones, ou encore élèves rencontrant des difficultés d'adaptation scolaire ou comportementale. Le premier maillon de la détection, ce sont les enseignants. Ce sont eux qui observent les difficultés, qui alertent, qui prennent le temps d'en parler avec les familles et qui les orientent vers des thérapeutes. En France, ils s'appuient sur un réseau constitué: psychologues scolaires, médecins scolaires, infirmières, assistantes sociales de secteur. Ce sont des relais précieux pour poser un regard professionnel et guider les parents. À l'étranger, ces intervenants existent rarement. Dans certains gros établissements, le choix a été fait de recruter des personnels qualifiés pour pallier ce manque. Mais dans la plupart des cas, les équipes éducatives se retrouvent relativement seules pour accompagner les familles dans cette démarche. Il faut aussi rappeler que la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, ne prend en compte que les enfants français ou déjà suivis en France avant le départ. Elle n'existe donc pas pour les élèves non français scolarisés hors de France. Les décisions d'accompagnement se prennent donc localement, parfois avec le médecin référent de l'ambassade de France, comme à Abidjan, mais le plus souvent avec l'aide de médecins locaux. À Hanoï, par exemple, nous orientions les parents vers un médecin français de l'hôpital français, ce qui permettait de garder une certaine cohérence avec les attentes du système éducatif français. Mais dans d'autres contextes, comme au Soudan ou au Rwanda, il fallait se débrouiller seul pour faire accepter la situation aux familles. Exercice ô combien difficile. À l'étranger, la question des moyens se pose de manière aiguë. Les AESH, par exemple, ne sont pas recrutés ni financés par l'éducation nationale. Ce sont les familles elles-mêmes qui doivent engager et rémunérer ces accompagnants. Cela crée une situation particulière. Le niveau de qualification et de compétence des AESH est très variable, parfois incertain. Certains n'ont qu'une expérience limitée, d'autres changent rapidement d'école au gré des négociations salariales. Pour l'élève concerné, cette instabilité peut être encore plus déstabilisante que la difficulté initiale. Les ressources médicales ou paramédicales, c'est-à-dire les orthophonistes, psychologues, ergothérapeutes, etc., peuvent être rares, ce qui provoque un véritable effet d'embouteillage. Toutes les familles demandeuses se tournent vers la même personne. Cela peut être partiellement compensé aujourd'hui par la possibilité de consulter en visioconférence, mais cela n'a jamais le même impact qu'une relation en présentiel. À cela s'ajoute la barrière linguistique. Ces praticiens sont souvent peu ou pas francophones, ce qui complique encore les choses pour les élèves et pour les enseignants. Enfin, les coûts sont intégralement à la charge des familles. Or, la phase de bilan nécessite déjà plusieurs séances, ce qui peut rebuter des parents pourtant conscients de la nécessité, mais qui n'en ont tout simplement pas les moyens. Autre difficulté, ces professionnels sont rarement formés aux spécificités du système éducatif français et à ses attendus. On se retrouve alors dans une logique de clientélisme, où le thérapeute peut produire des documents davantage en fonction des attentes de la famille que des besoins réels de l'élève. Enfin, la culture de l'inclusion varie fortement selon les pays d'origine des élèves, bien plus que selon le pays d'accueil. À Khartoum, par exemple, j'ai accueilli une élève congolaise qui refusait de franchir le portail de l'école sans d'abord se cacher pour vérifier qu'aucun danger ne la guettait dans la cour. Après un échange avec sa mère, j'ai découvert qu'il s'agissait en réalité de sa nièce, adoptée après avoir été traumatisée par une situation conflictuelle grave dans son pays d'origine. Naturellement, j'ai suggéré un suivi psychologique. Mais la réponse a été immédiate. C'est un truc de blanc, ça. Cette anecdote montre à quel point la perception de l'accompagnement diffère d'un contexte culturel à l'autre. Là où pour nous, un suivi professionnel s'impose, certaines familles peuvent le percevoir comme inutile, inadapté ou même stigmatisant. Face à ces réalités, le rôle de l'école est double. D'une part,
maintenir l'exigence du socle commun et des programmes français pour garantir la continuité des parcours. D'autre part, inventer des adaptations pragmatiques, différenciation pédagogique, travail en petits groupes, co-intervention ponctuelle, partenariat avec des associations locales. L'enseignant n'est jamais seul. L'équipe éducative se réunit, analyse la situation, propose un plan d'accompagnement personnalisé ou un projet individualisé. Le directeur doit orchestrer cette dynamique, tenir le lien avec la famille et parfois recadrer les attentes entre ce qui est possible, souhaitable et ce qui relève du soin. Les familles concernées, lorsqu'elles acceptent la situation de leur enfant, nous attendent avec impatience et gratitude. Impatience parce qu'elles voudraient que tout aille vite, que les progrès soient visibles rapidement. Or, il est essentiel de rappeler que nous travaillons avec des enfants qui précisément ont besoin de plus de temps que les autres. Nous devons nous adapter à leur rythme et non l'inverse. Gratitude parce que ces familles perçoivent que nous considérons leur enfant avec sa différence et que nous mettons tout en œuvre pour l'accompagner au mieux. C'est d'ailleurs ainsi que je démarre en général mes réunions d'équipe éducative. Nous sommes ici pour réfléchir ensemble à la meilleure manière d'accompagner votre enfant. C'est un travail d'équipe qui réunit l'enfant, sa famille, l'école, l'enseignant et tous les intervenants, AESH ou spécialistes. Ce travail demande un temps considérable, surtout en début d'année lorsqu'il s'agit ne serait-ce que de mettre à jour les PAP ou les PPS. Ainsi, à Abidjan, entre le mois de septembre et les congés de Toussaint, j'ai programmé 31 réunions. Ce chiffre peut paraître important, mais rapporté au nombre total d'élèves concernés, c'est-à-dire plus de 850, cela représente à peine un peu plus de 3% des élèves, du moins pour ceux qui sont déjà identifiés. Et derrière ces chiffres, ce qui compte, c'est la reconnaissance des familles, la confiance qui s'installe et le sentiment partagé que l'école est un lieu où chaque enfant, quel que soit son parcours, peut trouver sa place. C'est d'ailleurs ce qui me conduit à partager un exemple concret d'inclusion particulièrement marquant, vécu à Saint-Martin, même si on n'est pas complètement hors de France pour le coup. À Saint-Martin, donc, je dirigeais une école qui accueillait une liste TSA de 12 élèves. Ces enfants, porteurs du trouble du spectre de l'autisme, suivaient un parcours adapté avec un enseignant spécialisé et des AESH. Mais l'essentiel se jouait dans l'articulation avec les classes ordinaires. Chaque inclusion était préparée en amont, pensée dans le détail. Quel moment de la journée, quelle activité, quel partenaire de classe. L'objectif n'était pas de placer les élèves de l'ULIS dans le groupe, mais de créer de véritables occasions de coopération et de réussite partagée. L'enseignant spécialisé avait à cœur non seulement d'accompagner ses élèves, mais aussi de dédramatiser les TSA auprès des autres enfants de l'école. Pour cela, il organisait régulièrement des visites de classe entières dans sa salle, afin que tous découvrent l'environnement d'apprentissage particulier de l'ULIS et rencontrent les élèves qui y étaient scolarisés. Il prenait soin de programmer ces temps de rencontre uniquement lorsque ses élèves étaient prêts et pas effrayés par la présence des autres enfants. Cette délicatesse permettait d'instaurer des moments riches, sereins et porteurs de compréhension mutuelle. Je me souviens notamment d'un projet en art plastique où certains élèves de l'ULIS, très sensibles aux formes et aux couleurs, ont apporté une créativité étonnante, qui a nourri tout le groupe, ou encore d'ateliers de motricité, où un travail par binôme permettait à chacun de trouver sa place avec ses forces et ses fragilités. Ce type de dispositif montre que l'inclusion n'est pas un slogan, c'est un travail quotidien, exigeant, mais profondément porteur de sens. Les élèves de l'ULIS gagnaient en confiance, les autres élèves découvraient la richesse de la différence, et l'ensemble de la communauté scolaire s'en trouvait transformé. En conclusion, je dirais que les EBEP nous rappellent que l'école n'est pas faite pour un élève moyen qui n'existe pas. Elle est faite pour des élèves réels, singuliers, avec leurs forces et leurs fragilités. À l'étranger, ce défi est redoublé par la diversité culturelle, linguistique et institutionnelle. Mais c'est aussi ce qui rend notre mission passionnante. Inventer chaque jour une école plus inclusive, plus attentive, plus humaine. Merci d'avoir écouté Présence. Vous pouvez vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou YouTube et partager ce podcast autour de vous.